Bon, ben c'est ça. Les vacances sont finies. Je pense que les vacances sont finies. Les vacances sont finies, là. Ont-elles déjà commencé? Dans le cas de... C'est vrai qu'on n'a pas lâché ben. Les fêtes sont finies. Les fêtes. Les fêtes sont finies. Des moments de réjouissance. Bonne année 2025 à tout le monde. Ben oui, est-ce qu'on a offert nos vœux? On a offert nos vœux mardi. On a dit bonne année. Mais c'était l'année dernière. C'était l'an c'est passé. C'est ça, c'est des vœux de l'an passé. Exact. Non, mais avez-vous eu un bon temps des fêtes? Pas mal. Oui. Ouais. Ah ouais. Content? Ben, ouais. Pas pire. Je veux pas entrer trop dans les détails puis Vas-y, on veut le m'épancher, savoir. mais c'est comme si le temps des fêtes, à chaque année, pour moi, j'ai des grandes attentes, puis j'ai une idée de ce que ça devrait être. OK. Puis j'ai l'impression que année après année, je me rends pas là où je voudrais. Dans les rendre. hauteurs de ce que tu avais envisagé. C'est ça, en termes de détente, en termes de qualité de temps familial, OK. etc. De pouvoir ralentir le pas. J'ai des grandes ambitions à ce Mais niveau-là. j'allais dire, Ça arrive est-ce là une métaphore de ta façon de voir la vie? Oui, Mike. Peut-être. Ah, Hein? on a-tu un livre que je mélange? Étends-toi, Marc-Antoine, on va en parler. Tu sais que le bonheur, c'est beaucoup en lien avec les attentes. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est moi, drôle parce Bouddha. que hier, c'est-tu Bouddha qui en parlait? Parce que Jeff Marek a dit la même chose. C'est Que Bouddha! La clé du bonheur, c'est gérer ses attentes. OK. Jeff, oui, il est de retour. Il est Oui, bouddhiste. Il est bouddhiste. C'est le titre. Jack, on a le titre du balado. Jeff Marek est bouddhiste. Jeff Marek est bouddhiste. Est-ce que c'est bon? Son nouveau Ben podcast? oui, puisqu'on en parle. Moi, j'ai pas l'intention de me rendre, fait que ça va être ça. Je trouve que c'est encore en rodage. Mais lui, il a un talent naturel assez évident. Là. C'est un bon communicateur. Moi, j'ai découvert... j'ai découvert. Tu sais, le gars, j'écoute pas, je consomme pas beaucoup de podcasts. Et Martin était comme, moi, Alex, pas sûr. J'ai commencé à écouter 32 Thoughts, the podcast, sur le tard, disons ça. Et depuis, je l'aime bien, Kyle Buckoskus, ça veut dire, je pense que j'aime mieux cette dynamique-là que la dynamique précédente. Mais là, je dis ça, mon échantillon de la dynamique précédente est quand même, j'ai j'ai peut-être écouté 1 an de Marek OK. et Friedman. Alors voilà, c'est ça. D'où ma question. Ouais. Mais j'ai pas tout à fait... Je trouve que ça donne deux chimies bien différentes. Oui. Mais, ouais. De Martin, ton balado de hockey préféré? Le spectacle entre... Pas le spectacle, mais il y avait comme une espèce de jeu entre Marek et Friedman qui était... C'était plus Mais moi, pétillant. OK, mais moi, des fois, j'avais l'impression, parce que... Mais j'aime bien Kyle, c'est un jeune homme sérieux. Ben, c'est ça. Et je trouve que parce que je trouvais des fois que Marek essayait un peu de... Tu sais, veux pas, Friedman, c'est comme un des informateurs les plus en vue. Je trouvais que des fois, Marek essayait de jouer un peu à ça, alors que c'était pas de temps, me semble, ni son rôle, ni son casting. Mais bon. Alors qu'ici, les rôles et les castings, Sont clairement ça, définis. c'est clair. C'est C'est clair. clairement défini. Je Alors, suis là de mes recettes. c'est ça. Venez pour les fines analyses de hockey. Restez pour le moustique. Restez... Oui, on a un moustique en studio. Oui. Ben, il est parti, en tout cas. OK, aujourd'hui, une première dans l'histoire du hockey junior canadien. Et c'est pas une bonne première. Pas une bonne non, hier non plus. Le Canadien a le vent en poupe et ça jase à Vancouver. C'est tellement hockey, épisode 368. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Je suis content de vous retrouver. Ça, c'est 2025, ça. C'est l'énergie. L'énergie Voilà, de c'est 2025, ça. ça, la ferveur de la jeunesse. Semaine prochaine, on va être de retour à la norme. Bonjour, messieurs. Salut, les gars. Marc-Antoine Godin, tu es journaliste affecté aux affaires du Canadien, du hockey et de la LNH. Ouais, c'est ça. Salut. Bonjour. Salut. Allô, les gars. Et de la radio. Ben oui, ouais, 15, présentement, écoute, 15-18, au en fait. 15-18 dans la grande région de Montréal, Voilà. jusqu'à aujourd'hui. Épuisement des stocks, Jusqu'à- c'est-à-dire cet après-midi. Aujourd'hui, soyez là. Ouais. Je m'appelle Alexandre Coupal. Alors, c'est pas compliqué. Le Canada avait jamais été éliminé 2 fois de suite en quart de finale au championnat mondial de hockey junior dans toute son histoire. Ben, dans le format actuel du Dans le tournoi. format actuel. Parce que c'est arrivé, je pense, en 80-81. Moi, ben là, Quand c'était des tournois à la ronde, là. ça compte pas. C'est ça. Dans la formule actuelle, c'était la première fois.
On l'avait vu venir. On en a parlé un petit peu mardi. Tout le monde constatait bien là, que ça roulait pas, ça marchait, ça tournait pas rondement, voilà. Cela dit, c'est un match. Hein. Des fois, ça tourne vite. D'ailleurs, et ils ont perdu sur un but marqué par la Tchéquie dans les dernières secondes. Ça aurait un peu pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais Martin, tu faisais remarquer que dans tes notes que donc c'est 2 années de suite éliminés en quart, mais la saison d'avant, oui. C'était contre la Slovaquie en quart de finale. Oui. Et c'est ça, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. C'était allé du côté du Canada cette fois-là. Oui. Mais reste que c'est très, très mince là, depuis 3 ans. Exactement. Ce programme. Oui, voilà, donc c'est une autre phrase pas terminée. C'est la bonne vieille expression, dans un match, tout peut se passer. Et quand l'écart est énorme entre 2 équipes, habituellement, là, ça tombe toujours du même côté. mais quand la compétition est un petit peu plus rapprochée, il peut se passer tellement de choses dans un seul match. Ouais. Et c'est ça, il y a 3 ans, donc, en quart de finale, le gardien canadien, le Canada s'était rendu en prolongation contre la Slovaquie. Connor Bedard avait marqué en prolongation, mais juste avant ce but-là, le gardien canadien, Thomas Milic, avait fait un arrêt époustouflant. Les Slovaques étaient passés à un cheveu de remporter le match. Et donc, ça ferait 3 années de suite, si cet arrêt époustouflant-là n'était pas arrivé. Ça ferait 3 saisons de suite, 3 années où le Canada se serait fait sortir en quart de finale. Et je tiens à rappeler que la compétition est moins relevée ces années-ci au championnat mondial parce que les Russes ne sont pas là, sont exclus des compétitions internationales. Sais-tu que c'est non négligeable? C'est non négligeable. C'est une équipe de fort calibre qui n'est pas là. Alors, on a le bonheur de voir le Kazakhstan au lieu. Exact. Et donc, ça soulève énormément de questions. Tu sais, c'est pas normal qu'un pays où il y a 3700 joueurs de hockey, comme la Lettonie, parvienne à tenir tête au Canada. Bien sûr, le Canada a dominé ce match-là, mais un gardien a suffi à infliger une défaite. Un match serré à la vie, à la mort contre l'Allemagne. Avant, on ne voyait jamais ça au tour préliminaire. Puis là, tout le monde essaie de chercher, de pointer, de trouver des coupables. Et c'est une séquence, je pense, qui part au sommet de la pyramide. La sélection de l'équipe, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la sélection de l'équipe dès le départ, dès la nomination des joueurs qui étaient invités au camp d'entraînement. J'ai un ami qui est recruteur d'une équipe de la Ligue nationale qui me disait que, à son avis, de façon très nette au camp d'entraînement, Beckett Seneca, l'attaquant qui a été choisi 3e au total au dernier repêchage par les Ducks d'Anaheim, avait été le meilleur joueur offensif, clairement, sans conteste. Au camp d'entraînement. Il a été écarté, il n'a même pas été retenu dans l'équipe. Joueur par excellence dans la Ligue de l'Ontario au mois de décembre. Pas du temps passant. Et des corps arrière en défense, le Zane Parek, le 9e choix au total au dernier repêchage, 41 points en 31 matchs cette saison. Pas été retenu. Carter Yakemchuk, l'autre défenseur, on en a parlé, je pense, la dernière fois, le gars des sénateurs d'Ottawa. Il y a plusieurs noms comme ça. Et tu dis, bon, avec le bassin de joueurs qu'il y a au Canada... On devrait s'en tirer. On devrait s'en tirer quand même, mais cette équipe-là, les sélectionneurs ont accouché d'une équipe qui n'était pas capable de marquer de but, ce qui n'est pas normal au hockey junior. 10 buts dans la ronde préliminaire. Et sur ces 10 buts-là, en 4 matchs, il y en a 2 dans des filets déserts. Et il y a un but qui a été marqué, c'est un rebond sur la bande derrière le filet qui est revenu, qui a frappé le gardien et qui est entré dans le filet. Alors, on a accouché d'une équipe qui n'était pas capable de marquer de but, une équipe qui était indisciplinée. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui là-dessus. Puis, en plus des sélections comme telles, une fois que le tournoi a été commencé, je pense que l'entraîneur-chef Dave Cameron a fait l'objet de critiques également sur sa façon de gérer ou de composer son alignement, sa formation. Il n'y avait pas le temps, là, comme mettons la discipline, c'était pas le temps, il n'y avait pas le temps. Là. Ben écoute, c'est parce qu'il dit j'ai essayé toutes sortes de combinaisons. Ouais. Mais écoute, Gavin McKenna qui est c'est comme le prodige au sein de cette équipe-là. C'est un gars qui va être admissible au repêchage seulement en 2026. Il a trouvé sa place au sein d'une équipe où on favorisait beaucoup les joueurs de 19 ans parce qu'il est un joueur de tout premier plan.
il a fallu attendre la deuxième période d'un match où le Canada avait le dos au mur pour le voir être utilisé sur le premier trio. Il y a également Porter Martone qui devrait être un des 4 premiers joueurs choisis au prochain repêchage, qui est tout feu tout flamme cette année avec l'équipe de Brampton. Son coéquipier avec qui il a une chimie incroyable, c'est Carson Rekoff. Et puis, au lieu de les mettre ensemble durant le tournoi, ben, quand il y en a un qui était dans la formation, l'autre était retranché. Donc, c'était l'un ou l'autre. Sinon, les rares fois où ils ont été en uniforme en même temps, ils n'ont pas joué sur le même trio, alors que c'est tout cuit dans le bec avoir la chimie entre deux joueurs. Normalement, un entraîneur va profiter du fait qu'il y a une cohésion qui est déjà existante, surtout dans une situation où tu n'as pas vraiment le temps de développer cette chimie-là. Alors, ce qui est déjà existant, profites-en, utilise-le. T'sais. Puis en plus, il n'y a pas eu d'entraînement. Il y a eu deux séances d'entraînement. Il y a deux séances d'entraînement qui ont été annulées. 2 entraînements matinaux des morning skates aussi qui ont été annulés. De sorte que cette équipe-là n'a pas du tout pratiqué. Après la défaite contre les Américains, ils n'ont pas touché à la glace avant d'affronter les Tchèques. Fait que Dave Cameron, était fatigué. C'est ça, Dave Cameron qui dit on était exténués puis il n'y a pas de système c'est vrai, pour des joueurs fatigués. Mais c'est pas vrai, il y a un système pour les joueurs fatigués. Tu l'attrapes ou je sais pas. Il y a des systèmes pour des joueurs. Écoute, c'est que je trouve ça étonnant qu'ils disent les gars étaient trop fatigués. Ouais. My God. Si t'es trop fatigué puis qu'à cause de ça, tu pratiques pas, ben au moins le répit devrait rapporter puis avoir une formation qui est beaucoup plus énergique au moment des matchs que ce qu'on a vu durant ce tournoi-là. Il y a 2, parce qu'il y a plusieurs, évidemment, pas de théorie, là, mais plusieurs narratifs, disons ça comme ça. Moi, j'ai entendu, c'est un autre signe du déclin du hockey canadien. T'sais. Moi, je suis pas tant sûr qu'on est rendu jusque-là. Oui, on en a parlé souvent ici, on a parlé des gardiens de but il n'y a pas longtemps. Il y a un D'accord, mais est-ce que c'est ça qui se reflète dans ces éliminations en quart de finale? Il me semble qu'il y a d'autres problèmes avant. Et n'y a-t-il pas un déclin au niveau des gens qu'on... Organisationnel. Oui, c'est ça, des gens qu'on choisit, parce que Cameron, on vient d'en faire la démonstration, là, puis on fait jamais ça. On n'est pas du tout là, dans la gérance d'estrade ici, mais reste que, bon sang, c'est difficile là, de quand l'entraîneur répond ça, là, on n'avait pas le temps de s'entraîner ou j'avais pas le temps de... Il y a des joueurs qui avaient des pénalités une après l'autre, il semblait y avoir aucune imputabilité, il y a eu très peu d'ajustements, alors que s'il y a un contexte où est-ce que ça prend un gérant, appelons ça comme ça, là, un boss alerte, qui peut se retourner rapidement. C'est bien un contexte où est-ce que tu as très peu de temps pour te préparer, où est-ce que rapidement, chaque match, c'est l'élimination qui te pend au bout du nez. Et là, il y a Cameron cette année, mais par le passé, ça m'a rappelé, Martin, moi, j'ai pas de mémoire, c'est pour ça que je t'ai. Mais, tu sais, là, il y a une année avec Alexis Lafrenière, c'était un Hunter qui était entraîneur. C'était pas la célèbre famille. Là. Trent Hunter, me semble, ou quelqu'un, un nom du genre. Puis c'était un peu la même dynamique. C'est l'autre Hunter qui jouait pour les Flames de Calgary. On se disait... Dave? Non, je pense pas. Dave, il n'est pas entraîneur. C'était pas un des 3 frères. On avait beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi, tu sais, un tel, ci et ça. Et il y a peut-être... Et là, on ramène Dave Cameron, qui est pas, on s'entend, qui représente pas, la relève là, en matière de coaching au Canada. Tu sais, il n'y a pas là une première affaire à identifier et dire, bon, ben là, l'année prochaine, on va s'assurer d'avoir quelqu'un qui comprend bien la dynamique particulière là, de ce genre de tournoi-là. Et c'est pas comme si on la découvrait, là, cette dynamique-là. C'est toujours comme ça. Et c'est toujours comme ça dans les rendez-vous internationaux, que ce soit au niveau junior ou peu importe. Là. Ben, d'abord, c'était tout simplement Dale Hunter. Dale, non, mais c'est pas lui que je fais référence. Dale a dirigé l'équipe, c'est Tim Hunter qui a dirigé. C'est Tim quand, si ma mémoire est bonne, Alexis Lafrenière, c'était une de ces 2 années où, enfin, Lafrenière était là. Ouais. Puis, on trouvait justement que son utilisation était, soulevait des questions. Disons ça comme ça. Mais quand même, là, dans le cas de Cameron, il était pas... C'est la 2e fois qu'il est derrière le banc de cette équipe-là. Puis le Canada a quand même gagné la médaille d'or à sa première présence. Fait qu'il y avait quand même un historique de succès. C'est sûr que s'il en était à sa première présence,
puis il offrait ce genre de performance-là derrière le banc, ben il ne serait pas réinvité, puis il ne le sera peut-être pas, remarque, là, mais sauf qu'il y avait quand même des antécédents victorieux derrière lui. Fait que c'est ça que c'est plus facile aujourd'hui de le pointer du doigt, mais je pense qu'au moment de sa sélection lui-même, ben, l'équipe se disait, bien, on a déjà gagné avec lui. OK. Mais tu soulèves quelque chose d'intéressant du côté organisationnel, parce que je me souviens, il y a 3 ans ou 4 ans, Hockey Canada avait été tellement impressionné par les talents, comment je pourrais dire ça, de gestionnaire d'André Tourigny, qu'on l'avait nommé entraîneur permanent à Hockey Canada des programmes. Et donc, dans son mandat, c'était tu vas diriger l'équipe au championnat mondial senior, tu vas diriger l'équipe au championnat mondial junior. Et quand il va y avoir des Jeux olympiques, c'est toi qui vas préparer toute la logistique pour les entraîneurs de la Ligue nationale qui sont pris avec leur équipe et tout ça. Et donc, on avait reconnu qu'il y avait il y avait un vide, là. Ça prenait une présence permanente pour... Et c'était la première fois qu'on créait un poste comme ça. Oui, on l'a créé pour lui. Et on n'a pas revisité cette idée-là, ou du moins... Alors que tu regardes dans d'autres pays, il y a des postes d'entraîneurs permanents, des postes d'entraîneurs permanents nationaux, puis ces gars-là se promènent à la grandeur de leur pays à l'année pour voir jouer, pour suivre les joueurs, parler, échanger avec les entraîneurs des équipes où évoluent les joueurs de l'équipe nationale et tout ça. Alors, ce serait peut-être quelque chose à envisager. Nos auditeurs vont dire, voyons, ils ont donc de la misère avec les frères Hunter, c'est qu'il y a une année, ça a été Tim Hunter, puis l'année suivante, ça a été Dale Hunter, avec Mark comme directeur général. Et pas de lien de... Dale et Mark, oui, mais Tim, non. Pas de lien de parenté avec les autres. Non. Ah, on en est venu à bout. Voilà. 2025, la lumière sera faite sur la famille Hunter. Mais il y a eu un problème organisationnel. Là. Tu vois la façon dont cette équipe-là a été montée. Au hockey junior, tu ne peux pas te faire une équipe défensive en disant on va battre les autres équipes par notre éthique de travail puis en jouant de façon très serrée défensivement parce qu'ils se commettent tellement d'erreurs à ce niveau-là. Il faut que tu sois capable de marquer beaucoup de buts. Et on a volontairement écarté beaucoup de talents offensifs en disant... Ils s'en sont pas cachés. Non, c'est ça. Ils l'ont dit. Ça va être la personnalité de cette équipe-là. Alors, à la sélection, il y a eu des problèmes. Dans la façon de gérer ou de coacher cette équipe-là, il y a eu des problèmes. C'était l'équipe la plus indisciplinée du tournoi. Et moi, la question qui tue, c'est ça. Là, c'est parce que là, tout le monde cherche des coupables, cherche à expliquer pourquoi c'est arrivé. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que va faire... Ça va prendre quoi pour que quelqu'un à Hockey Canada finisse par dire « Je pense qu'on commence à avoir un problème. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre hockey, pour que nos joueurs soient... » Qu'on retrouve cette superbe-là qu'on avait sur la scène internationale parce qu'il y a des choses qui s'effritent. On a de la misère au niveau supérieur, on a de la difficulté à développer des gardiens. C'est un premier symptôme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On perd des joueurs dans la Ligue nationale en pourcentage assez important depuis une quinzaine d'années. C'est un autre symptôme. Et là, on arrive au championnat mondial où s'affrontent les meilleurs espoirs qui veulent graduer dans la Ligue nationale. Et là, on n'est plus aussi dominant qu'auparavant, où on devient une équipe de milieu de peloton. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur? Et ça, Hockey Canada ne l'a jamais fait. Ouais. Ça n'a jamais été dans la mentalité. Ça a toujours été, on a le bassin joueur, on va extraire quelque chose, on va changer de sélectionneur, on va changer de... Mais on ne s'est jamais remis en question sur la façon de faire du hockey. Et moi, j'espère juste que ça va peut-être provoquer quelque chose. Et je voyais passer des choses sur les réseaux sociaux hier. Les gens qui disaient, là, ça prend... Ils sont tous à Ottawa, louez une salle, puis faites un sommet tout de suite pour voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est peut-être un peu vite, mais il y a des choses qui ne mentent pas. Là. C'est pas normal ce qu'on voit. Mais peut-être qu'au point... Je comprends tout à fait ce que tu dis. J'endosse ce que tu dis au point de vue structurel, mais même ne serait-ce qu'au point de vue de la création de l'équipe. J'ai l'impression que Équipe Canada a toujours eu la même habitude de développer des équipes comme s'il montait une équipe de la Ligue nationale de hockey qui allait jouer 82 matchs, puis qui allait avoir ses 2 trios offensifs, son trio d'énergie, des gars défensifs, puis que chacun allait avoir un rôle là-dedans. Puis peut-être qu'on arrive à un point où la façon dont les meilleurs joueurs performent, la façon dont les meilleurs joueurs sont développés en ayant, entre autres, une conscience défensive,
c'est pas tous les jeunes surdoués en attaque qui ne pensent qu'à l'attaque. Maintenant, il y a eu l'influence des Datsyuk, des Bergeron, a changé. Et des Crosby également, c'est ça. A changé un peu l'opinion de certains joueurs par rapport à leur contribution au sein d'une équipe. Puis le jeu sur 200 pieds est probablement davantage valorisé aujourd'hui. C'est pas de dire, moi, je vais m'occuper de l'attaque, puis mon collègue va s'occuper de la défense. Alors, peut-être qu'il y a lieu de voir si, dans le fond, est-ce qu'on serait pas... ce serait pas mieux d'essayer de mettre sur pied les 12 meilleurs attaquants. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais il y avait... Tu regardes... C'était pas ça, là. C'était pas optimisé, là. Ouais. Mais c'était vraiment en fonction de chacun dans des rôles, etc. Parce que sinon, si on était allé strictement avec les 12 meilleurs joueurs ou les 13 meilleurs attaquants, dis-je, et sans égard à l'âge non plus, puis qu'on avait dit qu'on va aller davantage, on va piger des 17 ans, des 18 ans, mais on va aller vers les meilleurs joueurs, les meilleurs talents, on aurait probablement eu un résultat différent. Mais sauf que c'est pas une orientation que Hockey Canada a suivi. Ça a toujours été dans une mentalité qui est beaucoup plus... le collectif, qu'on va jouer Canadian Way. Ouais, la façon le Canadian Way. Ouais. Et moi, sur l'âge, je trouve qu'il y a une forme d'arrogance au Canada aussi. Il y a une énorme... Peu importe le niveau de talent, là, il y a une énorme différence entre un joueur de 17 ans et un joueur de 19 ans sur la scène internationale. On le voit chaque année, nous autres, les gars qui viennent de se faire repêcher, d'être choisis au repêchage précédent, qui arrivent à leur premier camp d'entraînement dans la Ligue nationale. C'est comme s'ils réussissent à mettre leur culotte du bon côté puis à attacher leurs patins. Ils disent, OK, wow, ils ont bien fait au camp, mais quand ils reviennent au deuxième camp, c'est pas du tout le même joueur. Là. Et là, on avait, quand le Canada a commencé le tournoi, Gavin McKenna était un des joueurs importants dans cette équipe-là. Là. Puis là, il y a des gens qui disent, ouais, il était supposé être bon. Il a fait je pense qu'il y a 1 point dans le tournoi. Mais regardez, Connor McDavid, il a 4 points à son premier tournoi avec Équipe Canada. Là. Puis avoir un défenseur de 17 ans comme étant ton ancrage en défense, pose-toi des questions. Là. Si tu bâtis ton équipe, tu t'en vas sur la scène mondiale avec les meilleurs joueurs de 19 ans, puis qu'à 17, tu as des joueurs de 17 ans qui occupent des rôles importants. Des rôles importants, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Cela dit, c'est un peu une anomalie cette année. Généralement, c'est difficile de percer cette équipe-là si tu n'as pas 19 ans. Généralement. Souvent à 18 ans, des choix de premier tour très tôt. Là. Puis les 17 ans, habituellement, même quand ils sont ultra talentueux, on les place dans l'alignement, dans un endroit où on dit... S'ils vont bien, ça va être un boni, où ils vont être bien entourés. Puis des fois, ça marche. Des fois, ces gars-là produisent davantage. Mais quand ça repose en partie avant de commencer sur ces gars-là, là, tu dis, on court peut-être après l'épreuve. Est-ce que c'est ça le nouvel ordre mondial à partir de 2025? C'est ça le Canada au hockey junior? C'est des fois... on n'est pas chanceux. C'est ça. On a joué contre la Tchéquie, on n'est pas chanceux. Ben, peut-être que c'est ça. C'est ça que nos enfants... mais là, c'était la Tchéquie. Mais là... Mais peut-être que c'est... on pourrait tout simplement réduire ça à dire la cuvée des 19 ans au Canada n'était pas forte. Puis on s'est... parce qu'il y a beaucoup de joueurs dont on déplore l'absence parce que ce sont des joueurs de grand talent qui ont 17 ou 18 ans, tu sais. Que ce soit Misa, Zeneca, peut-être pas c'est sûr qu'il y a Andrew Crystal, mais d'autres en tout cas. Ouais. Carter Yakimchuk, t'as des gars qui viennent d'être repêchés. Alors, c'est pas nécessairement dans la gamme des 19 ans, mais tu regardes ceux qui ont 19 ans dans cette organisation-là, dans cette formation-là, ils ont rien cassé. Là. Autre affaire juste pour terminer, qui a attiré mon attention, entraîneur de la Ligue de l'Ontario en chef. Oui. 14 joueurs de la Ligue de l'Ontario dans l'équipe. Mais ça... j'ai fait une étude là-dessus, j'ai fait une chronique l'année passée ou l'année d'avant là-dessus. Et quand tu regardes sur une longue période la provenance des joueurs sur Équipe Canada Junior, ça correspond pas mal au bassin. Tu sais, si par exemple, au Québec, si on a 19% du bassin de joueurs au Canada, ça arrive à 18,8% sur une longue période, le nombre de joueurs qui se taillent une place. Mais quand tu regardes d'année en année, selon la provenance de l'entraîneur, quand il y a une surreprésentation d'une ligue
3 fois sur 4, c'est parce que l'entraîneur provient de la même ligue, du groupe de joueurs qui est surreprésenté. Quand ça arrive, quand un entraîneur de l'Ouest est là, il y a plus de joueurs de l'Ouest. Entraîneur de l'Ontario, plus de joueurs de l'Ontario. Et écoute, 14 joueurs. Entraîneur du Québec, il n'y a jamais plus de joueurs du Québec. Il y a plus de joueurs du Québec par rapport à l'année d'avant, mais. Regarde quand Benoît Gros était là, quand Dominique Ducharme était là avec Joël Bouchard, il y avait plus de joueurs du Québec. Il y avait plus de joueurs du Québec. Mais il n'y en avait pas 14. Il n'y avait pas, c'est ça. C'était pas le tiers ou la moitié de l'équipe. Mais quand même, 14 joueurs de l'Ontario dans l'équipe. C'était équipe Ontario contre le reste du monde. En tout cas, parce que je trouvais ça intéressant de le souligner parce que ça arrive très, très souvent. Mais j'allais dire, c'est normal. C'est un peu toujours comme ça, mais reste que là, c'était peut-être excessif. Ouais. Parce que c'est toujours un peu comme ça. Puis c'est un peu normal, non? Entre guillemets, veut pas... l'entraîneur de l'Ouest, connaît un peu plus les joueurs de l'Ouest et même chose pour l'Ontario. Mais j'avoue que dans ce cas-ci... Oui, mais tu as un groupe de direction qui sont plusieurs là-dedans. Ils sont supposés dire non, lui est meilleur que ton gars de ta ligue. Il ne devrait pas avoir d'angle mort, normalement. Oui, mais j'ai dans ma ligue. Non. Oui, mais non, mais... Hey, c'est un vieux réflexe, le népotisme au hockey. C'est pas les gars on voit ça partout. C'est pas les gars qui ont des chalets autour du lac qui ont inventé ça. Non. Oui, c'est sûr, c'était un match important, on vient du break. Puis on affrontait toutes les 3 des meilleures équipes dans la ligue. Donc, pour nous, d'avoir été chercher 3 victoires, ça prouve qu'on est capable de jouer avec tout le monde. C'est quand vraiment tout le monde est on board, tout le monde travaille, puis que tout le monde, les 4 lignes et 6 défenseurs jouent bien ensemble. Puis, c'est comme j'ai dit, ça prouve qu'on est capable de jouer avec tout le monde. Puis c'est important de continuer à faire, d'être constant là-dedans, puis de jouer ça durant 60 minutes. Samuel Montembeault, après cette autre victoire du Canadien contre une grosse cylindrée de la Ligue nationale de hockey. Cette fois-ci, les Golden Knights de Las Vegas. Je commence avec ça avant d'oublier, parce que ce soir, le Canadien affronte les Blackhawks de Chicago. Oui. Puis c'est le mur. Ils vont frapper le mur, là. Là, ils peuvent pas, là. Ils viennent de battre 3 des meilleures équipes de la Ligue. Ce soir, ils affrontent l'une des... Sinon, la pire. C'est terminé, là, la séquence de victoire. C'est terminé. Ça s'arrête à 3. Écoute, on a tous vu neiger, eux aussi, puis ils savent quelle sorte de piège leur pend au bout du nez. Il y a un piège ce soir contre Chicago, puis il y a un piège à leur retour à Montréal contre Vancouver. Ça saute aux yeux. Alors, à eux de se préparer en conséquence pour éviter de tomber dans le piège. Mais je ne sais pas s'il va y avoir un quelconque relâchement. Moi, je trouve ça intéressant que Martin Saint-Louis décide d'y aller avec Samuel Montembeault pour affronter les Blackhawks. Parce que dans un contexte de 2 matchs en 24 heures, tu te dis, je vais donner peut-être mon départ... Je vais donner à mon adjoint ou à mon gardien auxiliaire le départ contre l'équipe la plus faible. Mm-hmm. Mais là, au lieu, ce qu'ils décident de faire, c'est de coller la 4e victoire. Exactement. Tablons sur nos succès précédents. Essayons d'aller en chercher une 4e de suite. Puis pour y arriver, je mets mon numéro 1, puis on verra après ce qui arrive. C'est ça. On vit au jour le jour. Carpe diem. C'est la nouvelle philosophie. Ça démontre une certaine confiance envers Dobèche aussi. Mais c'est ça. Clairement, le calcul, c'est collons la 4e victoire. On veut la 4e victoire. Il me semble que si le Canadien perdait contre les Blackhawks, ça diminuerait l'ampleur de ça viendrait amoindrir tous les efforts ou saboter tous les efforts qui ont été faits pour faire le balayage des 3 derniers matchs. Et je ne sais pas comment c'était dans les réveillons de jour de l'an chez vous, mais... Tout le monde parlait du Canadien alors que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler autant du Canadien dans le temps des fêtes, mais on dirait que, je disais ce matin, il y a beaucoup de virus qui s'échangent dans le temps des fêtes, mais là, on dirait que la fièvre du hockey revient un peu. Les gens commencent à reprendre espoir un peu. Et tu regardes le classement, là, le Canadien est à 3 points d'une place en série. On sait que ça peut être très, très long avant d'aller chercher ça, mais ils ont 2 matchs le Canadien a 2 matchs en main sur les Pingouins, sur Columbus et sur Philadelphie qui les devancent, qui les séparent des Sénateurs d'Ottawa. Fait que pour toutes ces raisons, il ne faut absolument pas échapper ce match-là à Chicago, qui est un... Comment tu dis ça quand on a des sujets qu'on ramasse c'est du contenu gratuit. C'est du contenu gratuit, c'est ça. Mais ces 2 points-là, c'est du contenu gratuit. Ils viennent de perdre 5 matchs de suite. Je pense les Blackhawks, les 3 derniers matchs par plus que 4 buts, c'est pas arrivé depuis 1987 que les Blackhawks perdent 3 matchs. Le changement d'entraîneur n'a pas eu les effets escomptés là-bas. Là. Non, pas du tout.
Mais c'est pour toutes ces raisons que je prédis une victoire des Blackhawks. Mais le sport étant ce qu'il est, c'est ça. C'est souvent le match idéal pour trébucher. Mais Martin, tu parles de l'engouement, de la fièvre du hockey ou la fièvre du Canadien. À juste titre, parce que la semaine que le Canadien a connue, tout de suite après Noël, les 3 victoires qui viennent d'aligner, à mon sens, c'est la performance la plus impressionnante que le Canadien a livrée depuis la finale d'association en 2021. Contre Vegas. Ouais. C'est la meilleure... Parce que tu dis un match, ouais, OK, d'accord, c'est une équipe pas dans son assiette. Puis après ça, 2 matchs en 2 soirs, tu viens de battre les champions de la Coupe Stanley. Après ça, tu reviens le lendemain contre l'équipe qui, en moyenne, marque le plus de buts par match, le Lightning de Tampa Bay. Puis après ça, sur un 3e match en 4 soirs, dans un horaire complètement abscon, tu reviens à la charge, tu perds 2-0. À un moment donné, tu tires de l'arrière. Le Canadien avait gagné seulement 2 matchs cette saison en ayant accordé le premier but. Puis en 3e période, il n'avait pas encore remporté de match lorsqu'il tirait de l'arrière après 40 minutes. Démonstration de caractère, des joueurs qui avaient des choses à se reprocher, qui ont fait amende honorable. À partir du milieu de la rencontre, qui ont vraiment été la meilleure équipe. Moi, tu mets ces 3 performances-là l'une après l'autre, puis écoute, je suis bien humblement, je dis wow. Oui. Je suis époustouflé. Depuis exactement un mois aujourd'hui, depuis que Patrick Laine a réintégré l'alignement, depuis que le Canadien joue avec une formation complète. 9 victoires, 4 défaites, 692, c'est le rythme d'une saison de 113 ou 114 points. Là, sur un mois, c'est difficile d'avoir un mois comme ça dans la Ligue nationale de hockey. Il faut... Ça va être intéressant. Je reviens là-dessus parce que la façon dont ils se sont comportés, entre autres, à Vegas, c'est entre autres... ce que ça suggère, c'est de la maturité. Hein, et c'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas... C'est comme la fleur, hein, Martin? La fleur, on peut pas... Non. On peut pas la faire pousser plus vite si on tire dessus. On peut pas... Il faut que le temps fasse son œuvre. Ce soir, moi, je trouve que je suis fatiguant avec ça, là, mais ce soir, je trouve que c'est un bon test de maturité. Exact. Justement. Exact. OK. Bon, on va se calmer. On va se calmer un peu. Ce ne sont que 3 victoires, après tout. Ce ne sont que... C'est ça. C'est la manière... Oui, exactement. C'est ça qui est épatant, parce que ça demeure 3 victoires. Ça demeure quand même 6-7. Ça demeure 9-13. C'est intéressant. Mais il y a encore, comme dirait Jean Perron, il y a encore loin de la coupe aux lièvres. Voilà. Mais tu as raison de dire que la manière est importante, parce que ça n'a pas été des victoires acquises avec des performances dignes du Cirque du Soleil devant le filet et tout ça. Quoique Montembeault a été très bon là, dans les derniers instants du match. Ouais, mais la gestion... Tu vois qu'une équipe est mature quand elle détient l'avance d'un but dans un match puis qu'elle est capable de gérer ça correctement puis de jouer de façon à compliquer la tâche de l'équipe adverse puis de placer la rondelle profondément en territoire puis toujours les forcer à sortir de leur zone. Puis c'est une transformation impressionnante en l'espace de 6 semaines. Ouais. Souvenez-vous, cette équipe-là, ça n'était pas capable d'arrêter un ballon de plage dans un corridor. Au début de l'année, là, moi, j'avais rarement vu... un déséquilibre aussi flagrant entre 2 équipes quand le Canadien n'était pas du bon bord là, de l'équilibre. J'avais rarement vu une équipe de la Ligue nationale être dominée comme ça, peu importe là, que ce soit le Canadien ou une autre équipe. Bon, histoire de se calmer un peu, d'être un peu plus terre à terre, de, équilibrer nos émotions. Jamais trop haut, jamais trop bas. Non. Lane Hutson, recrue du mois de décembre! Non, est-ce qu'on a de la musique? Est-ce qu'on n'a pas de band? On a un moustique en studio, mais on n'a pas de band. Pensez-vous que Lane va gagner le trophée Calder? Non. Ah, bon, OK. Non? Non, je pense qu'il y a un certain Macklin Celebrini qui va partir avec le trophée. Mais Hudson pourrait très bien être finaliste. Il va être finaliste. Ben oui. Écoute, à l'heure ben oui. Écoute, à l'heure actuelle, ça ressemble à une course à 3, là, avec Matvei Michkov également. Mais Hudson, ce qu'il accomplit en ce moment est épatant. Au point de vue offensif, c'est sûr que les statistiques sont là. C'est quoi, 13 points en 14 matchs? Récemment, il est sur les trousses de Chris Chelios en termes de performance chez les défenseurs recrues dans l'histoire du Canadien.
je suis emballé par ce que je vois, autant au plan offensif qu'au plan défensif. Au plan défensif, je trouve que hier, Trevor Lotowski, après, c'est lui qui avait suppléé Martin Saint-Louis au terme de l'entraînement à Chicago, qui s'est adressé aux médias, puis il disait son utilisation du bâton est de niveau élite. Puis c'est vrai, dans sa façon de se défendre, il compense pour son manque de gabarit avec un bâton extrêmement efficace qui le sert autant pour harponner la rondelle ou bien positionner son bâton pour couper les lignes de passe, mais aussi dans des batailles à 1 contre 1. C'est étonnant de le voir remporter autant de batailles à 1 contre 1. Et au plan offensif, il a un peu simplifié son jeu. Il y a encore des feintes qui vont mettre les gens au bout de leur siège, sur le bout de leur siège, dis-je, mais il garde la rondelle moins longtemps. Fait que ça fait en sorte que il fait un geste, puis après ça, il va trouver son option plus rapidement au lieu d'attendre de se faire finalement de se faire éteindre, coincer exactement dans un coin de patinoire ou autre. Alors, c'est toujours il répète souvent que pour lui, c'est d'apprendre dans la Ligue nationale qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, il y a un arsenal à sa disposition, mais il y a des choses qui fonctionnaient autrefois qui fait « Ah, tiens, ça ne fonctionne pas. » Alors, il trouve autre chose. Puis, cet apprentissage-là se fait à la vitesse grand V. Alors, c'est assez c'est épatant. Martin, est-ce que Hudson va gagner le Calder? Écoute, dis oui. Hein? Dis oui. Ben, écoute, pourquoi pas? Moi, je pose la question. Il est là. Moi, la statistique qui m'impressionne le plus dans son cas, je passe mon temps à suivre le déroulement, la progression de cette statistique-là. C'est sa présence. On a commencé la saison en disant à qui va se faire confier le rôle de corps arrière de l'unité d'avantage numérique chez le Canadien. Mike Matheson était là. Ça semblait couler dans le ciment. Martin Saint-Louis a été, même quand c'est devenu clair après le début du mois de novembre là, que Hudson, l'avantage numérique était nettement plus productif avec Hudson, on a persévéré avec Matheson, mais Hudson, depuis 6 semaines à peu près, est dans le top 3-4 de la Ligue nationale en termes de nombre de buts produits par l'avantage numérique quand il est sur la patinoire. Quoique dans les 3 derniers matchs, le Canadien, dans sa séquence de 3 victoires, aucun but en avantage numérique, mais aucun but accordé en désavantage. Il n'y a pas eu beaucoup de supériorité numérique. Non, c'est ça. Ça a été des matchs très... L'adversaire a été discipliné. Non, c'est ça. Ça a été disputé à force égale pas mal. Mais c'est impressionnant de voir un jeune débarquer dans la Ligue nationale et être capable de prendre le contrôle d'une unité importante comme celle-là. Non, je cabotine un peu, là, mais je vous présente la chose sous cet angle-là, parce que, bon, on en parle à l'occasion de Hudson, puis c'est tout ce que Marc-Antoine et ce que Martin, ce que vous venez de dire, évidemment, c'est limpide. Mais reste que, moi, je pense, c'est Michkov, déjà, là, il y a des hauts et des bas, disons ça comme ça. Celebrini, c'est sûr que ce sont ils accumulent des points. Mais je veux dire, je pense pas qu'ils jouent des rôles importants avec leur équipe comme Hudson. Celebrini joue pratiquement 20 minutes par match. C'est un centre recru. Oui, mais les Sharks de San Jose sont aussi mauvais qu'ils étaient. Oui, je veux bien, mais c'est quoi tes critères pour remporter le trophée Calder? Là? Il faut que tu t'amènes ton équipe à la Coupe Stanley? Là? Pas nécessairement, mais l'impact au sein de que ton équipe s'améliore de par tes capacités, je pense que ça devrait être pris en compte. Puis surtout que c'est toujours... Enfin, d'être un défenseur élite versus être un attaquant élite, c'est pas exactement la même chose. Tu me diras, ils sont pas tout à fait au même âge. Hudson est un peu plus vieux. Oui, mais enfin, écoute, Celebrini... Je le dis tout de suite, là, ça va être un vol. C'est là que je vais en venir. Écoute, les arguments que tu avances, là, je vais te tendre une bouée de sauvetage. Là. Les arguments que tu avances peuvent tenir un peu pour Michkov, mais pas pour Celebrini. Là. Celebrini, il a 18 ans. Il vient d'arriver. Il a peut-être 19 à l'heure actuelle. Là. Mais non, il a encore 18 ans. Mais c'est un centre de premier plan. Il a 1 point par match. Qu'est-ce qui vote pour le recrue de l'année? Est-ce que c'est toi? Oui. Ben là, j'ai un vote. C'est pas juste. J'ai un vote pour le... oui. La visibilité peut avoir un impact. C'est clair. Il y a toujours... Quand tu joues dans l'Ouest, les gens souvent te voient moins jouer.
Michkov, lui, produit énormément de points. À sa décharge, il y a plus de points à forces égales que je croyais qu'il allait avoir. C'est-à-dire que je pensais qu'il allait être, au début de sa carrière, un spécialiste de l'avantage numérique. Puis après les premiers matchs, ça a semblé se corriger. Mais ces manquements défensifs qui ont fait en sorte qu'il a été rayé de l'alignement à l'occasion par John Tortorella, tout ça, c'était à prévoir. Et puis, c'est pas étonnant. Là, puis ça va être une démarche qui va prendre quelques années. Là. Mais Hudson, c'est vrai que, écoute, quand tu joues 22 minutes par match, tu es un défenseur recru, tu es sur tu joues avec le principal quintet de ton équipe parce qu'il est souvent associé non seulement à Matheson, mais au trio de Suzuki également. Il affronte souvent une compétition de haut calibre. Ouais. Ce qu'il réussit à accomplir dans ces conditions-là est épatant, mais sauf que je pense quand même qu'au fil d'arrivée, Celebrini va décrocher la palme. J'ai trouvé même ma statistique là, de points récoltés en avantage numérique par tranche de 60 minutes. Le premier dans la Ligue nationale, Morgan Riley, 13,7 buts par 60 minutes. Le deuxième, Josh Morrissey. C'est quand même 2 grosses pointures, 12,23. Troisième, Lane Hudson. Puis après ça, tu as des gars comme Sergachev, John Carlson, Evan Bouchard, Dougie Hamilton, Quinn Hughes, Zach Werenski, Victor Edman. C'est quand même... Il y a des gars qui jouent sur des gros avantages numériques là-dedans. Là. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment qu'un gars... en débarquant dans la Ligue nationale du jour au lendemain comme ça. Il n'y a pas beaucoup de recrues dans cette liste-là, vous avez remarqué. Non, puis il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y en a, là, mais c'est pas, pas tant. Non, la raison pour laquelle je fais tout un plat avec ça, c'est qu'en voyant aussi que Ivan Demidov avait été élu recrue de l'année dans le KHL, je me suis dit, est-ce que c'est déjà arrivé 2 trophées Calder dans la même équipe, à supposer là, que Hudson le remportait cette année et Demidov l'an prochain? Je pense pas que ça soit déjà arrivé, 2 Calder. Vous allez dire, tu aurais pu vérifier. Mais oui, j'aurais pu. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Pourquoi j'aurais fait ça? Ben oui. Parce que t'avais autre chose à faire. Pas le temps. Fallait ramasser. Comme Dave Cameron, t'avais pas le temps. C'est ça. Fallait ramasser le party du réveillon. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. Yeah! Alors, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle du contenu gratuit. Premier épisode de 2025. Alors, on vous a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, qu'est-ce qui arrivera en 2025 dans le monde du hockey? On a sur Facebook Sylvain qui dit... ça donne le ton. Ben, ça donne pas le ton, c'est une des rares réponses qu'on a sur ce ton-là. Mais Sylvain dit, le CH ne gagnera pas toutes les parties et à chaque défaite, plusieurs journaleux, critiqueux, chroniqueurs sportifs planteront le CH. Ça changera pas en 2025. Non, Sylvain, ça changera pas. Non. Benoît sur Facebook, Ovechkin deviendra le plus grand buteur de l'histoire de la LNH vers la fin de la saison. Vers la fin de la saison, je pensais que j'avais lu vers la fin de l'année initialement. Mais on s'entend que 2025, ça devrait être l'année où ça se passe. Pour Ovechkin, oui. Je pense que oui. Sur Facebook, toujours, Louis dit LPHF égale 8 équipes. Ça revient beaucoup. Là, il y a beaucoup de commentaires sur la LPHF et de son expansion fort probable. Louis-Philippe sur Facebook, Alexandre Coupal finira au moins une phrase durant le balado. Ça reste à voir. Et Jean-Simon sur Facebook, Cole Caulfield arrivera à se faire pousser une moustache. Ça aussi, ça reste à voir. Ouf, non, on n'est pas rendu là. Jean-François sur Twitter, Montembeault brillera de tous ses feux. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est bien commencé. C'est envisageable. Max aussi sur Twitter, Ovechkin va briser le record de buts de Gretzky. Sur YouTube, expansion de la LPHF, ça c'est Poirier qui dit ça, expansion dans la LPHF. Le CH va repêcher 2 Québécois en première ronde, dit 14 Plec. Ça serait Desnoyers et Carbonneau. Oui, ça se peut. Ça se peut. Non, il n'y a pas... peut-être, ça va dépendre... si le Canadien ça va dépendre dans quel échelon ils choisissent. Ouais. Pourquoi pas. Est-ce que... je ne veux pas vous lancer ça comme ça. Là. C'est comme un flash que j'ai, mais on y reviendra une autre fois. Puis, Monstre de Chila sur Instagram, sur le Gram. L'inévitable échange d'Elias Pettersson, entre parenthèses, aux Canadiens.
Et là, on a un lien tout à fait servi sur un plateau. C'est du contenu gratuit. Oui. Tu nous faisais remarquer, Marc-Antoine, avant qu'on enregistre, que c'était quoi, il y a quelques jours maintenant, l'entrevue de Patrick Aveline à Sportsnet. Aveline a été... Alvin. Qu'est-ce que j'ai dit? Aveline. Ah ouais, c'est pas ça. C'est quoi Aveline? C'est d'autres choses. Patrick? C'est pas des noisettes, des Avelines? Peut-être. Alvin. Alvin. C'est parce que avec les chipmunks, ça court-circuite dans ma tête. C'est pas lui. Alvin, bûcheron de la forêt suédoise. D'accord. Donc, le DG des Canucks. Ça c'est un truc Oui. pour les gens Bien vu. en communication. Jusqu'ici, Keep tout it va bien. simple. Keep it simple. Comment dire? Affable, candide dans cette entrevue avec Sportsnet où il a dit bien des affaires. Et pour finalement dire que si Peterson ne se replace pas, ils vont l'échanger. Hein? Ou non. Ou est-ce que c'était un coup de semonce pour dire le. Ouais, mais c'est quand même... Ou c'était calculé? Ben, j'ose imaginer, enfin, que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été pris à la légère. Ce qu'il a dit, c'est que Peterson manquait de maturité dans son jeu et que ça devait se placer. Exact. Il dit ici, je crois en lui, je crois en ce dont il est capable, mais il doit prendre de la maturité et comprendre qu'il y a certaines attentes et que ça ne deviendra pas plus facile. Il a besoin de faire face à la musique quand les choses ne vont pas bien. Est-ce qu'un échange est possible? Je présume que tout est possible. En même temps, si Wayne Gretzky... Oui, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'il y a un contexte derrière si ça. P.K. C'est Subban a été échangé. il y a depuis longtemps un conflit à l'interne chez les Canucks entre Elias Pettersson et puis JT Miller. Ouais. Donc là, tu as tes deux principaux joueurs de centre qui sont pas capables de se blairer. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du hockey, mais c'est devenu suffisamment préoccupant pour que ça affecte les performances de l'équipe, qu'on voit entre autres que durant les quelques semaines où JT Miller s'est retiré, s'est éloigné de l'équipe, le jeu d'Elias Pettersson s'est amélioré. Et autant le capitaine Quinn Hughes que l'entraîneur-chef Rick Tocchet ont tous les deux parlé de ça ouvertement comme si c'était une réalité. Alors, les deux principaux intéressés, eux autres, voulaient pas commenter. À la limite, disaient que les gens inventaient des histoires, mais sauf que quand ton capitaine puis ton entraîneur-chef le disent, ben oui, puis c'est à eux de le régler. On est devant une situation qui est assez particulière. Alors là, dans un contexte où les Canucks n'ont pas trouvé l'élan qu'ils avaient l'année dernière, que les choses sont plus difficiles pour eux cette année et qu'il y a ce rififi entre deux de leurs principaux joueurs, ben, d'entendre Patrick Alvin dire peut-être qu'un échange serait possible, la source, elle est là. Alors, c'est clair qu'il y a une frustration à l'endroit de Pettersson parce que c'est un gars qui est bourré de talent, mais qui a tendance, depuis quelques années, à laisser les Canucks sur leur appétit. Et au point de vue salarial, la grosse différence entre Pettersson et JT Miller, c'est que JT Miller a une clause de non-échange, tandis que celle de Pettersson n'entre en fonction que l'été prochain. OK. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup plus de flexibilité chez les Canucks pour échanger Pettersson, c'est probablement lui qu'on considérait comme étant l'agneau à sacrifier si on a besoin de changer le mélange. Mais est-ce que ce serait nécessairement celui qui, des deux, susciterait le plus d'intérêt? Je ne sais pas. Il y a un côté, pour une équipe qui aspire aux grands honneurs, JT Miller, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de mordants, des fois un peu trop. Beaucoup de véhicules. Beaucoup de véhicules également. Puis c'est un gars qui veut énormément, puis qui est très bon pour rendre ses coéquipiers imputables, ainsi que lui-même. Il a une personnalité qui est attrayante pour une équipe prétendante à la Coupe Stanley. Mais c'est ça, probablement que les considérations salariales font en sorte que si on devait échanger l'un des deux, ce serait probablement plus Pettersson, qui est également plus jeune. Donc, plus talentueux. Plus talentueux, il est plus habile. OK. Il est plus habile. Mais, tu sais, pour moi, quand il est question de talent, c'est que d'une part. C'est la somme de plusieurs c'est parce choses. que les habiletés, le talent, c'est d'être capable d'utiliser tes habiletés pour en faire un résultat sur la glace. T'sais. Alors, il est probablement plus habile que JT Miller, mais est-ce qu'il est capable de convertir ça pour que le résultat de son apport soit supérieur à celui de JT Miller? J'ai l'impression que non. J'ai pas fait exprès. Quel cauchemar ça doit être. Non, tu sais, de diriger une équipe, là, peut-être un de tes hauts salariés. Là. Ces gars-là, en partie, sont payés plus que les autres.
il y a la question du talent, bien sûr, de la production, mais ils sont censés avoir comme responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne. Ce sont ces gars-là qui restent année après année, puis ce sont tous les autres autour qui passent. Et ça doit être tellement décevant et frustrant comme gestionnaire d'une équipe quand tu te retrouves avec un de tes plus hauts salariés comme ça, qui est une source de problème, ou qui ne comprend pas son rôle, ou qui n'est pas assez intelligent pour dire mon coéquipier avec qui je m'entends moins bien, on vise la même chose les deux, puis on va s'arranger pour que ça fonctionne, ou on va aller prendre une bière un soir, puis on sort pas du bar tant qu'on n'a pas réglé la question. Finalement. Mais c'est épouvantable, je trouve, on dirait que ces gars-là ne réalisent pas les enjeux. Mais là, est-ce qu'il y a un fautif là, ou c'est tout le monde? Moi, j'ai interprété... J'interprète la déclaration d'Alvin comme signifiant, nous, on pense que JT Miller, dans votre petit conflit, là, c'est ça que ça... C'est lui qui a raison. Alors, est-ce que Pettersson va être échangé? Je suis certain que s'ils le mettent sur le marché des transactions, ils vont trouver preneur. Parce qu'il y a quand même un potentiel qu'une autre équipe peut se dire, si nous, on l'avait chez nous, on serait capable d'en faire plus parce qu'il est meilleur que ce qu'il montre là. L'année dernière, je me souviens, j'avais couvert le début des séries des Canucks, la saison, le printemps dernier, puis il était beaucoup question à Vancouver du fait qu'à partir du jour où il a signé son nouveau contrat, sa production a coupé de moitié. Ouais. Ça a été, tu peux tracer ça à la journée près. Alors, ça a agacé beaucoup de monde. Puis, alors, quand je dis qu'il laisse les gens à Vancouver sur leur appétit, c'est qu'il voit qu'il y a un énorme potentiel chez le joueur de centre-là. Puis, tu sais, des centres de premier trio qui deviennent disponibles sur le marché, qui à 26 ans sont au sommet de leur capacité, c'est très rare. C'est sûr qu'à 11,6 millions par année, c'est beaucoup de bidou. Mais il y aurait quand même des équipes qui lèveraient la main et qui seraient intéressées. Pour répondre à la question de notre auditeur qui dit aux Canadiens, j'évoquerai seulement ceci parce que c'est sûr que le Canadien peut toujours améliorer sa ligne de centre. On est preneur. Mais si ça chauffe trop à Vancouver, pour Pettersson, ce serait quoi de l'amener à Montréal? Il y a des gens qui, il y a des joueurs qui, au niveau de leur caractère, performent mieux dans des marchés un peu plus tranquilles. Puis, écoute, je connais pas Elias Pettersson personnellement, je lui ai jamais parlé, donc je me prononcerai pas là-dessus, mais je pose quand même la question. Est-ce que ce serait un bon marché pour lui aussi? Je sais pas. Ce serait un bon marché pour JT Miller. Absolument. Oui, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. T'as raison, Martin, de dire que ça doit être frustrant et c'est dommage. Et peut-être qu'il n'y a pas d'issue. Je pense pas qu'il y a de lien, là, mais quand j'ai entendu Miller puis Pettersson faire semblant qu'il n'y avait pas de conflit, ça m'a rappelé Subban Pacioretty. Puis bon, je pense que le parallèle s'arrête là. Mais moi, je me suis longtemps dit, c'est sûr que Weber, ça a été positif pour le Canadien, mais je me suis souvent dit à ce moment-là, il me semble que la meilleure solution, ça aurait été de les faire travailler ensemble, de régler ça. Des fois, c'est pas le cas, des fois, c'est pas possible. Mais c'est la même chose dans ce cas-ci. De loin, la meilleure solution, ce serait ça. Mais le conflit de Subban avec Pacioretty ne se limitait pas à Pacioretty. C'est ça. C'était pas juste... Je dis que c'était pas la même... Les gens avaient personnalisé ça comme ça, mais c'était... Il y avait d'autres... Il n'y avait pas juste Pacioretty. Il y avait d'autres acteurs. Oui. Ah, les garçons, c'est si beau l'accordéon. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es journaliste sportif affecté aux affaires du hockey. Oublie pas, là, quand tu vas aller briller au 15-18 dans ton rôle de généraliste. Oui, exact. Je vais aller leur parler de... curling de et autres plongeons. Oui. Des sports qu'ils aiment, là. Et ils en seront fort aises. Merci infiniment, Marc-Antoine. C'est toujours un plaisir. Martin Leclerc, toi, tu es chroniqueur principal. Je vais t'enlever de... Je trouvais qu'il y avait beaucoup de références à la série Les Armes dans le Bye-Bye, puis je l'ai pas vu, cette série-là, fait que j'ai pas trop compris. Moi non plus, je l'ai pas vu. Mais j'ai failli te dégrader, comme ça a dû arriver, je sais pas trop.
Je m'en excuse. Tu es donc chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. C'était un plaisir, encore une fois, de commencer l'année avec vous. Eh oui, on est reparti pour une autre. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne année encore, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.